Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Une des questions récurrentes lorsque l'on a des fonctions de direction et que l'on atteint aux alentours de la quarantaine est « est-ce que cela vaut la peine que je me mette à mon compte, soit en création, soit en reprise d'entreprise ?» Les avantages sont absolument certains. D'abord, une autonomie de prise de décision sur la stratégie de l'entreprise. On en a un peu assez souvent de réunions qui ne donnent pas grand-chose au point de vue corporate. Ensuite, et surtout, c'est la responsabilité de son avenir professionnel dans un environnement économique ou politique qui aujourd'hui est assez compliqué. Malheureusement, les inconvénients sont également nombreux. Par exemple, l'investissement financier est risqué, qu'il s'agisse de reprise ou de création. Il y a bien sûr la solitude de l'entrepreneur. Il y a souvent mes clients qui me parlent du manque d'idées ou pour de la création ou pour de la reprise, en disant « j'aimerais bien, mais je ne sais pas quoi faire » ou « je ne sais pas quoi reprendre ». Et j'ai accompagné durant 7 ans de nombreux repreneurs, en général des hommes, qui se posaient souvent ce même type de questions. Aujourd'hui, j'ai décidé d'approfondir un peu plus un sujet qui est celui des repreneuses ou des entrepreneuses. Et j'ai pour cela invité Frédérique Clavel qui va nous parler de ce cas spécifique des femmes entrepreneurs. Alors elle va le faire à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Entrepreneuse, pourquoi pas vous, qui est publié aux éditions Erol. Frédérique Clavel, bonjour. Bonjour Mireille. Alors, je vais essayer de faire une rapide biographie, mais ça va être compliqué parce que vous avez fait plein de choses. Vous êtes diplômé d'une école de management en Normandie. Vous avez eu des responsabilités pendant 20 ans dans des sociétés du milieu bancaire, puis dans la grande distribution, à la fois comme commerciale et financière. Donc, c'est une expérience très riche. Et en 2001, vous avez décidé de changer de vie quelque part et de vous dédier à l'accompagnement des stratégies financières des entreprises ou des stratégies entrepreneuriales tout court. Alors, je sais que vous avez plusieurs sociétés et vous avez surtout, pendant plus de 10 ans, je crois, créé, fondé et accompagné tout ce qui s'appelle Paris Pionnière et qui a été extraordinaire dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Alors après, j'ai peur de me tromper dans vos titres, mais vous en avez eu pas mal. Vous étiez chevalier de l'Ordre national du mérite, montgolfier des arts économiques et puis probablement plein d'autres choses encore. Donc, je suis véritablement ravie de vous avoir aujourd'hui pour que vous nous parliez de ce sujet tout à fait spécifique. Eh bien, merci Mireille. Dans les avantages à sortir du salariat, il y a aussi, parce peut-être qu'on va parler des freins tout à l'heure, donc il faut oui, malheureusement. Il faut se donner un peu envie, mais ne boudons pas notre plaisir à devenir entrepreneuse. Et dans les avantages, il y a vraiment la liberté de l'emploi du temps. Oui. Parce que vous parliez des réunions improductives, mais le problème du corporate, c'est que souvent les réunions improductives, elles commencent à 6h du soir. Vous aviez remarqué aussi. C'est une façon de faire une élimination sans faire de discrimination à l'embauche. On l'a fait juste après. Il y en a comme ça, des petites choses qu'il faut repérer, qui sont toujours intéressantes. Voilà, on peut bosser jusqu'à 10h du soir et s'accorder une pause entre 6h et 8h, l'heure du bain, les devoirs, etc. Et voilà, donc ça, c'est pas prévu dans les... Encore dans les conventions collectives. Mais ça viendra forcément. Vous y travaillez beaucoup, vous avez bougé beaucoup la loi. Vous avez fait bouger les lois. On a fait bouger des choses. Alors heureusement, j'étais pas toute seule parce que j'aurais pas cette prétention. Mais on a fait bouger des choses. On a fait bouger pas mal de choses, oui. Mais non, alors je pensais aux corporates encore. Mais si les corporates veulent garder leur talent et leur talent féminin, ils seront obligés de réfléchir à tout ça aussi, quoi. Bien sûr. Quel est votre... D'abord, pourquoi le titre ? Je suis désolée, on doit vous la poser tout le temps, mais je ne peux pas m'en empêcher. Pourquoi entrepreneuse et pourquoi pas entrepreneur comme on dit auteur Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Oui, en fait, c'est assez simple. C'est le Larousse français. Et d'ailleurs, le féminin de auteur n'est pas auteureux.
c'est Mince. autrice. Mince, parce qu'on voit auteureux partout, notamment pour vous et moi. Eh ben oui, eh ben c'est faux. D'accord. Et le français, c'est autrice. Alors, ça paraît moche, mais on va s'y habituer. Vous savez, au début du siècle, on ne disait pas étudiante, on disait étudiant femme. D'accord. Et donc, entrepreneuse, c'est le français. C'est pareil. Et puis moi, je trouve qu'entrepreneureux, on est obligé de dire... en français, on dirait entrepreneur. Vous voyez, on ne prononce pas tous les E à la fin. C'est vrai. Donc, entrepreneureux, de quoi est-ce qu'on veut se cacher? Nous sommes des entrepreneuses, entreprenantes, assumons. Et fiers de l'être. Et on est fiers de l'être. Et on a le droit de séduire tout autant que les hommes sont dans la séduction quand ils sont en train de faire carrière. Complètement, sauf qu'ils ont des codes à eux et un peu différents, puis parfois Oui. transgenres un peu plus faciles que les nôtres. Et oui, bah, c'est pas grave. Il faudra que le monde s'habitue. Donc, entrepreneuse et fière de l'être. Quel est votre constat? Vous les avez accompagnées pendant longtemps. Quel est votre constat au sujet des entrepreneuses aujourd'hui? Et en quoi votre livre peut-il être une aide utile pour elles? Le constat. Alors, pourquoi le livre pourrait être utile? Alors, le constat, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, moi ça m'est arrivé aussi, qui ont dans un petit coin de leur cerveau un rêve, dire je ferais bien ci, je ferais ça, etc. Et puis, souvent, elles font passer d'autres choses avant. Par exemple, juste pour qu'on se les rappelle. La sécurité, la famille, Oui. Bon, ce qui est important, hein, parce que moi, j'ai jamais voulu sacrifier ma famille pour ma carrière. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Mais on peut tout vouloir. On a le droit de tout vouloir. On a le droit de tout vouloir. Et on peut y arriver. Et moi, je crois qu'on peut y arriver. Et tout le monde peut y arriver. C'est pas un problème de qui peut pas. C'est que C'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'appétence, c'est pas une question d'envie. C'est juste une question d'envie. D'accord. Une question d'envie et de s'autoriser à. Donc, quand on a envie de quelque chose, il faut le dire. Il faut l'écrire. Et après, sans donner les moyens, c'est plus facile, effectivement, à partir du moment où on l'a c'est la première verbalisé. chose. C'est-à-dire qu'en fait, un rêve qui n'est pas exprimé, il ne se réalisera jamais. Très probablement. Maintenant qu'on s'est donné envie... Ça ne veut pas qu'on a dire, excusez-moi, Pardon, du coup, je ça ne vous veut en pas prie. dire que tous les rêves qui sont exprimés se réalisent, mais en tout cas, on se donne la chance qu'ils puissent se réaliser. Ils ont Voilà. plus de chance d'y arriver. Voilà, pardon. Bien sûr. Quels sont, maintenant qu'on s'est donné bien envie et qu'on est fiers d'être entrepreneuse, néanmoins, il y a des freins qui souvent empêchent les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quels sont ceux que vous avez le plus fréquemment rencontrés? Alors, ceux qu'on a le plus fréquemment rencontrés, mais tout le monde les connaît, mais on en parle beaucoup, c'est la confiance en soi. Voilà, mais c'est pas la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille déjà soi. C'est aussi un travail sur les liens. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on est perçu dans sa famille, par ses amis, etc. Bien sûr. Moi, je me souviens je vais vous citer cette anecdote pour vous dire la confiance en soi. Moi, quand j'ai quitté mon job à 40 ans de directeur financier de laser, etc., il y avait 3000 personnes, etc., et que j'ai dit, je monte ma boîte et je vais devenir consultant. Ça fait peur. J'ai des bons amis bien pensants, hommes qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire de plus que les autres, tu vois, des consultants qui crèvent la dalle, il y en a plein Paris. On dit toujours la même chose aujourd'hui, je vous rassure. Donc ça m'a bien donné confiance en moi. Mais voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est le lien aussi avec l'entourage qui compte. Dans une c'est approche la façon, systémique. Voilà. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses à travailler, c'est-à-dire que il y a des tas de choses déjà au niveau de l'éducation. Est-ce qu'on éduque ses enfants de la même façon quand ils sont garçons ou filles? Est-ce qu'on ne demande pas aux garçons de prendre plus de risques? Enfin bref. Donc la confiance en soi, ça se travaille, c'est-à-dire qu'en fait, il faut poser ses rêves et se dire qu'est-ce que je fais pour y arriver, qu'est-ce que j'ai comme point fort et qu'est-ce que j'ai comme point faible, sachant que les points faibles, ça fait partie de la vie et que quand on a pris conscience de ces points faibles, on est déjà beaucoup plus fort. Bien sûr. Parce qu'on sait que c'est des points faibles et on sait qu'il faut se faire accompagner sur ces points faibles. Ou les contourner. Bien sûr. Voilà. Et le rêve, c'est la vision. C'est la force de la vision. Et la force de la vision, c'est ça qui va vous amener au-delà des obstacles. Bien sûr. Donc ça fait partie aussi de la confiance en soi. La force de la vision. Vous aviez évoqué aussi deux autres choses que j'avais trouvées très intéressantes. C'est le plafond de verre. Oui.
Et la façon dont les femmes pouvaient utiliser l'entrepreneuriat comme... Ah oui, parce qu'en fait... Je vous laisse continuer la phrase. Oui, non, mais tout à fait. Oui, parce qu'en fait, c'était un peu à l'origine. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est incroyable qu'on ait cette émission en direct aujourd'hui parce que les pionnières viennent de changer de nom. Les pionnières deviennent les premières. C'est joli, ça. C'est pas mal, hein. Très joli. Les premières à ouvrir la voie, les premières, etc. Bref, vous allez voir le communiqué de presse, mais en tout cas, et c'est parce que j'ai cédé la présidence à une femme qui s'appelle Claire Sadi et qui va porter le projet très loin. Alors, quand j'ai créé à l'époque, ça s'appelait Les Pionnières, moi, finalement, j'étais jusqu'à 40 ans et en effet, j'ai rencontré le plafond de verre. C'est-à-dire, je me suis dit, il va falloir vraiment que je bataille pour exploser ce plafond, c'est-à-dire passer au grade du dessus. Ce qui était un objectif important, n'est-ce pas ? Le pourcentage des femmes dans les conseils d'administration n'était pas encore à la mode et n'était pas encore dans la loi. Voilà. Bien sûr. Alors là-dessus, j'ai travaillé aussi, oui. Mais alors, en tout cas, et pas dans les COMEX. Les COMEX, ça bouge moins vite que dans les conseils, d'ailleurs. C'est vrai. On a remarqué. Et du coup, je me suis dit, mais au fond... pourquoi est-ce qu'on se bagarrerait pour aller prendre la place des hommes qui n'ont pas du tout envie de laisser leur place ? Ça fait mal de se bagarrer, puis on se retrouve dans une situation de quémandeuse alors que finalement, on a notre valeur ajoutée. Donc, allons faire un monde à notre image. Et c'est comme ça qu'on a créé avec quelques amis, Marie-Christine Bordeaux, Françoise Pro, et Françoise Pagna, les pionnières en se disant, mais on va monter des entreprises dirigées par des femmes et c'est elles qui vont mettre les règles du jeu en place. Et donc, c'est une façon de contourner l'obstacle. Bien sûr. Voilà. Il y a un autre sujet qui m'intéressait beaucoup, que nous avions évoqué, qui est celui du rapport des femmes à l'argent, qui peut constituer un frein ou un handicap. Oui. C'est un thème un peu complexe parce que finalement, vous voyez, les femmes, elles ont, par exemple au Japon, où la condition de la femme n'est pas forcément très évoluée, elles ont quand même toute la responsabilité de la finance du ménage. C'est elles qui tiennent les cordons de la bourse. Donc c'est une question un petit peu complexe. Elle est à la fois culturelle et économique, c'est ça ? Oui, alors en fait, moi, ce qui se passe, c'est que les femmes, elles n'avaient pas le droit au chéquier il y a juste une petite soixantaine d'années. Donc, ça fait pas longtemps, quoi. Bien sûr, donc c'est quelque chose de nouveau encore. C'est quand même quelque chose de nouveau. Et du coup, et puis on était quand même dans un monde de plein emploi, là, etc. Donc les femmes, elles étaient mariées, elles avaient en principe un mari qui pouvait peut-être les tromper, mais en tout cas qui les plaquait pas à 50 ans. Et donc la question de l'argent, elle était pas... c'est l'homme qui allait à la chasse et qui ramenait l'argent. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Le monde, il a changé parce qu'aujourd'hui, il y a du chômage, aujourd'hui, il y a des divorces. Il y a quand même plus d'un divorce sur 2 à Paris. Et que les femmes, elles ont juste... elles sont, entre guillemets, condamnées, mais je vais dire, c'est une chance, à parler d'argent et à penser à leur autonomie financière. Est-ce qu'elles arrivent à le faire correctement ou avec les bons codes dans un milieu masculin qui est celui des business plans, qui est celui des financements d'entreprise, qui est celui du crowdfunding, qui est celui du M&A? Alors aujourd'hui, en fait, ça pourrait paraître ringard, votre question, excusez-moi. Je la pose exprès de cette façon-là. C'est ça le problème. Bon, alors écoutez, il y a quand même, heureusement, on n'est plus dans la période, enfin en tout cas pour les femmes là, dont je vous parlais. Donc c'est vrai que les femmes ont pris en main leur destin, beaucoup plus. Et puis là, quand les jeunes, on leur parle de ces sujets, ils me disent non, c'est plus un sujet, faut pas en parler. Je dis non, il faut pas en parler, il faut le faire. Il faut faire. Il ne faut pas en parler, il faut faire. Mais les choses, elles ont quand même beaucoup changé. Et alors, du coup, j'ai perdu le rapport des femmes à l'argent dans un monde purement masculin qui est celui de la finance, a priori la encore finance, un peu. Alors, la finance, il y a de plus en plus de femmes banquières, on va dire, mais elles peuvent avoir aussi des préjugés, entre guillemets, machistes. Donc, parce qu'on voit moins de femmes à la tête des entreprises, on voit moins de femmes en haut de la hiérarchie de la société. Donc, on peut avoir tous, hommes et femmes, des petits préjugés un peu bêtes qui sont liés simplement à l'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bouger l'expérience. Et il y a des mondes qui sont encore extrêmement masculins. Donc le monde bancaire, il est très mélangé, on va dire. Vous voyez, par exemple, moi j'ai une femme que j'adore dans le monde bancaire, qui est une femme qui s'appelle Marie-Claire Capoblanco, qui est au COMEX de la BNP. C'est une femme qui fait énormément bouger les choses, donc ça c'est bien. Je dirais que dans le monde du capital risque et du capital investissement, là où on investit dans les entreprises en capital, eh bien on n'en est pas encore là. Donc il y a un petit mouvement qui s'appelle AFIC avec elle, mais franchement il y a peu de femmes patronnes de fonds.
J'en connais quelques-unes qui sont formidables et qu'on essaiera de rassembler à un moment pour donner de la puissance à un mouvement de féminisation aussi de ce monde-là, parce que vous savez, on réagit avec l'intelligence émotionnelle quand on investit. Moi, je suis investisseuse aussi. Bien sûr. Je n'ai pas dit investisseur, je dis investisseuse. Eh bien, quand on n'investit pas qu'en regardant un business que sur plan des critères Excel, financiers. On investit avec son intelligence émotionnelle. Donc, il y a des produits auxquels on est plus ou moins sensible parce qu'on va avoir la sensibilité ou du consommateur ou de la consommatrice enfin bref. Et donc, plus il y aura de femmes dans ce monde du capital investissement et plus on aura de projets financés par les femmes. Aujourd'hui, c'est quand même pathétique, car on doit être à entre 5 et 10% de projets financés en equity portés par des femmes. Donc en deuxième partie, je voudrais discuter avec vous, Frédéric, s'il y a des secteurs particuliers dans lesquels les femmes préfèrent entreprendre ou dans lesquels elles réussissent peut-être mieux que les hommes, je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi une question machiste ou est-ce qu'il y a vraiment des préférences? On a beaucoup dit que les femmes étaient dans les services, ce qui est vrai. D'accord. Mais quand on dit dans les services, ça ne veut pas dire service à la personne. Mmh. Elles peuvent être dans le service à la personne, mais elles sont aussi dans le service, le B2B, D'accord. et sur des produits, des projets, des services innovants. Donc, elles peuvent être... Elles sont tout aussi capables. Enfin, la question, je ne pense pas que vous attendiez une réponse de ma part. Parce qu'en fait, qu'elles peuvent. Oui. Où est-ce qu'elles vont plutôt? Voilà, donc elles vont. Alors, moi, Vous avez des exemples peut-être? Alors oui, puis une petite interprétation aussi là-dessus, Bien parce sûr. que finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais bien qu'on est dans le passé, mais les femmes s'occupaient un peu plus de la famille que les hommes. Et donc, que les femmes se soient intéressées à faciliter la vie quotidienne, c'est pas complètement étonnant parce que c'est un accès à la liberté. D'accord. Voilà. Donc après, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus douées pour ça que pour autre chose. C'est que voilà, c'était des facile, rôles, ça faisait voilà, plus de sens. En tout cas, voilà, c'est une étape nécessaire. C'est comme les quotas pour les conseils d'administration, c'est une étape nécessaire. Voilà, on va parler de ça comme ça. Et puis après, ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles sont plus aussi dans l'innovation sociale. Il y a moins de femmes ingénieurs aujourd'hui. D'accord. Et ça, c'est dommage. Il faut travailler ça parce qu'en fait, les femmes, elles sont pas normales. C'est un problème d'orientation ou de représentation. Donc il y a des tas de gens qui s'occupent de ça. Et tant mieux parce que ça va bouger. On s'occupe de celles qui sont déjà diplômées et qui veulent entreprendre. Voilà, mais oui. donc elles sont... alors, du coup, ce qui a été intéressant dans notre accompagnement avec les premières, c'est qu'on s'est intéressé beaucoup, et puis moi je continue maintenant dans mes activités FinCoach, à parler d'innovation sociale ou sociétale, pas rester dans l'innovation, dans la rupture technologique. On s'est rendu compte que l'innovation... elle était partout. Elle était partout, mais elle n'était financée que dans la rupture technologique. Et là, c'est là que vous avez fait bouger les lignes. Mais du coup, les aides à l'innovation étaient discriminantes. D'accord. Et oui, voilà. Donc du coup, la création devenait plus compliquée par manque de financement. Donc on a beaucoup travaillé sur l'innovation sociétale, l'innovation de management, et donc on a, j'espère, et en tout cas c'est ce qui se passe aujourd'hui, contribué à élargir les règles de financement de l'innovation. Donc ça, c'est important. Donc dans les secteurs d'activité, moi je vais vous en citer dans des secteurs complètement différents. Oui, faites-nous rêver, donnez-nous des exemples qui sont inspirants et qui nous donnent envie d'y aller. Alors je vais vous donner envie d'y aller parce qu'en plus c'est tout près d'ici. Je vais vous parler de Pascal Gasp qui a ouvert une boutique en ligne et une concept store qui s'appelle Health Collection et qui va vous permettre de vous habiller tous les jours différemment. En redonnant vos vêtements sales d'ailleurs pour 150 € par mois. Donc ça c'est du prêt-à-porter de luxe. Donc ça on a l'impression que c'est quelque chose qui est entre guillemets girly. Derrière ça doit être une logistique absolument impitoyable. Merci de le dire. La logistique c'est impitoyable. Et un marketing compliqué aussi. Et marketing compliqué donc évidemment. Parce que c'est un produit qui n'existe pas. Donc il faut qu'il trouve sa place. Et c'est hyper innovant. Bien donc, sûr. il faut arriver à faire changer les mentalités. Donc, c'est tout un travail de marketing qui est vraiment intéressant. Donc, la créatrice, c'est Pascal Gasp, qui a travaillé dans des cabinets d'organisation, alors qu'il y a des beaux diplômes aussi. 5 rue Beaujon, en tout cas, c'est vraiment pas loin d'ici. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Et vous verrez, c'est super bien merchandisé. Vous aurez envie de tout mettre. D'accord. Donc, voilà, ça c'est très dans le domaine de l'habillement. Et puis, là, je vais vous citer quelque chose qui est complètement différent. Oui.
dans le domaine du nettoyage industriel. Et ça, c'était notre première pionnière, dont je vais vous parler de Christelle Gimaret. Et alors, pourquoi est-ce que ce projet de nettoyage industriel est innovant ? C'est parce qu'en 2005, c'était précurseur, elle a voulu montrer que le nettoyage pouvait être biotechnologique, c'est-à-dire nettoyage vert, relooker aussi le personnel, c'est-à-dire donner une autre image du personnel de nettoyeurs de surface. C'est-à-dire... Donc qu'on puisse les montrer, qu'ils ne soient pas en train de se cacher au moment où les bureaux sont fermés, et des choses comme ça. Et donc on en fait presque une vitrine. Une attraction. Une vitrine, bien sûr. Ou un service en plus. Et une revalorisation de la fonction, ce qui nous a paru intéressant. Et puis, elle était précurseur dans le domaine du développement durable. Donc, voilà, ça, c'est complètement différent. Et puis, qu'est-ce que après, dans une femme qui a été très, très entrepreneuse dans un monde d'hommes, je vais vous citer Agathe Zilber, qui a monté CF News, qui est une journaliste, mais dans le monde du corporate finance. Oui. Donc, ce monde dont on parlait, du capital risque, du capital développement. Donc, ça, c'est un secteur, c'est la presse. Oui. Il y a très peu de femmes patronnes de presse. Hein. C'est pareil. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une femme qui a percé dans un monde qui est très, très masculin. Et puis elle a créé sa société il y a combien de temps ? Elle l'a créée en 2006. D'accord. Elle a fêté ses 10 ans l'année dernière. Et voilà, elle est incontournable dans le monde du capital risque et du corporate finance. Donc, il n'y a pas de secteur particulier, il y a juste des secteurs où les gens ont envie d'aller, j'ai l'impression. Ben oui, on a eu une femme dans l'industrie, vraiment, il y a eu des femmes dans tous les secteurs. Alors, je vais poser une autre question taboue, si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Parce que je vous ai posé la question Mathis des secteurs et plein de choses, mais est-ce qu'il y a une limite d'âge ou pas ? Alors, limite d'âge, il y en a peut-être toujours, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a accompagné, et je continue à accompagner des entrepreneuses et des entrepreneurs, là, entre 22 et 60 ans. Donc, je vais vous citer l'exemple de Françoise Raverdy, qui est une femme qui a rebondi à 55 ans en montant son entreprise, et elle a créé des tissus made in France qui permettent de calmer les allergies de la peau, et notamment même des maladies de la peau comme le psoriasis. Donc c'est quelque chose de très technologique, et très Donc, médical. Elle est allée voir son banquier, et quand elle est allée voir son banquier lui dit mais madame, mais pourquoi vous ne prenez pas votre retraite ? Elle lui a dit parce que c'est pas mon projet. Heureusement qu'il n'était pas en entretien d'embauche. Je pense qu'il serait fait disqualifier tout de suite. Voilà. Enfin voilà. Donc l'âge. Alors dans le livre, on a essayé de travailler sur les avantages et inconvénients de chaque âge. D'accord. Et vous dites qu'en fonction de l'âge, on va chercher des gens différents, et on va chercher éventuellement des écosystèmes différents. Voilà. Et qu'un mélange entre les écosystèmes est très intéressant. En fait, pour faire court, quand on est jeune, on ne sait pas que c'est impossible, donc on y va. Et ça peut marcher. C'est vrai. Voilà. Et quand on est plus âgé... Et puis je dirais, la compétence, elle est un petit peu à tous les âges, mais très très différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les aînés ont à apprendre des jeunes ou réciproquement sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'on a tous toujours quelque chose à apprendre des autres générations. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience, qu'on ne soit jamais, entre guillemets, des docteurs sachants, parce que ou qu'on ne soit pas non plus les has-beens, ce qui n'est pas plus vendeur non plus. Non, mais le docteur sachant, c'est déjà le has-been. Hein. Bien sûr. C'est le même. Hein. Donc, à partir du moment où on a arrêté d'écouter, on est mort, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la complémentarité et ce qu'on peut apprendre des autres générations. Donc tout est possible. Tout est possible. Si vous deviez donner un conseil en un mot, ça serait lequel ? Oser. Oser. Et j'avais entendu en introduction, rêver peut-être. Oui, les deux. Donc rêver et oser. Frédérique Clavel, je vous remercie sincèrement de ce moment d'échange. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain.